Dimitri. Bonjour Laurence. Dimitri Canès, donc éditeur, fondateur des éditions Canès. Alors, tu as fondé les éditions en 2012 Oui, c'est ça, en décembre 2012. Oui. avec ton épouse. C'est un projet. Alors, je l'ai fondé tout seul. Oui, oui. Et heureusement que mon épouse, elle, avait un autre boulot à côté parce que Oui. c'est une aventure. Oui. Et par contre, 4 ans après, Sophie m'a rejoint parce que l'entreprise Ça s'était fonctionnait, développée, ça- ça oui. fonctionnait. Et donc, elle a pris le risque de quitter sa fonction. Et pourquoi créer une maison d'édition? C'était quoi l'élan? Ah, l'élan, moi j'avais eu la chance de gérer les éditions Dupuis à Marcinelle, donc Spirou, Ok, oui, Kid oui. Paddle. Et donc malheureusement, les éditions Dupuis avaient été repris, avant c'était détenu, c'était un groupe belge, par un groupe français. Je suis quand même resté 2 ans Oui, dans le giron du Dupuis avec le groupe français, mais oui, progressivement le centre de décision s'est déplacé de la Belgique vers Paris. oui. Et donc, la mort dans l'âme, j'ai décidé de changer d'orientation, mais par contre, j'étais tombé dans la marmite et voilà, j'avais trouvé ma passion dans l'édition. Donc, je me suis un peu déployé avec Midam, l'auteur de Oui. Kid Paddle. On a développé une entreprise pendant 3-4 ans. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Catherine Girard-Audet, l'autrice de La vie compliquée de Léa Olivier au Québec. Et ça a été l'occasion de fonder ma maison d'édition qui porte mon nom. On a eu un grand succès avec ces romans jeunesse et ça a apporté vraiment les fonds baptismaux de l'entreprise. Et Oui. c'est comme ça que progressivement on a commencé à déployer une maison d'édition avec un potentiel de représenter les auteurs Oui. sur tout le marché francophone, ce qui n'est pas évident au départ de la Belgique, puisqu'il Oui. y a plus de francophones en France. Oui. Et donc il y a plus d'éditeurs en France. C'est compliqué d'être éditeur en Belgique. Mhm. Et même si on a connu des moments difficiles, eh bien voilà, on essaye de temps en temps de trouver des pépites comme Oui. Philippe Boxeau Ah oui, aujourd'hui. c'est ça. Et ça nous tient, Oui, parce ça que nous tient à flot. l'aventure n'a pas été facile. Tout à fait. Un bon éditeur, il se trompe 8 fois sur 10 et un mauvais éditeur, il se trompe 9 fois sur 10. La différence entre un bon et un mauvais éditeur, c'est toujours très... Et il faut être très humble parce que malheureusement, on aime les auteurs, on aime les projets Oui. et on passe plus de temps à dire non qu'à dire oui. Oui. Nous, on reçoit 10 à 15 projets par jour. Ne croyez pas que c'est possible de les lire. Donc, Non, c'est on doit impossible. dire souvent non Oui. sur base de critères qui sont plus que subjectifs, qui sont un peu comme un CV. Quand on regarde un CV, parfois c'est la manière dont c'est écrit, dont c'est présenté, le temps qu'on a de le regarder à ce moment-là. Donc, c'est assez déprimant en fait. Oui. Mais par contre, c'est une vraie loterie, on n'a pas d'études de marché. Non. On ne peut pas savoir à l'avance si un médecin légiste qui va raconter son quotidien, il va vendre 2 millions d'exemplaires. Personne ne va vous dire oui, c'est une bonne idée. Donc c'est un métier de création d'offres. On ne demandait pas au public ce qu'il veut, Oui, c'est lui-même ça. ne le sait pas. Oui, on passe comme ça par des moments où tout à coup il y en a un qui est clos, pas forcément celui qu'on pensait, parce que tous les livres qu'on édite, on les aime, on a envie qu'ils existent. Et voilà, il faut tenir le coup quand on est entre deux succès qu'on a trouvés. Il faut de la chance. Donc Ouais. voilà, il ne faut jamais penser qu'on a compris comment ça Ça y est. marchait. Oui, c'est ça. Et il ne faut pas faire ça si on veut faire ça pour l'argent. Ça arrive, mais c'est comme dans le milieu des grands sportifs. On pense aux quelques tennismen qui gagnent beaucoup d'argent, mais on ne pense pas à tous ceux qui essayent de devenir des grands sportifs, des champions, et qui en fait ont vraiment énormément de mal. Et il y a énormément d'éditeurs qui font ça par passion et puis qui n'en vivent pas, qui dépensent même de l'argent Oui. pour être éditeur. Oui. Donc voilà, c'est un métier qu'il faut faire par amour du livre. Nous, là, maintenant, on est dans une phase sympa. Ouais. Même mes enfants, aujourd'hui, mes 2 plus grands garçons ont rejoint la maison d'édition et ils ont le virus. Mais je les préviens bien que là, maintenant, c'est des moments agréables, mais peut-être qu'il y aura de nouveau des moments où ce sera un peu plus difficile. Donc, il y a des éditeurs qui sont là depuis toujours, Gallimard, Flammarion, enfin, qui maintenant sont réunis d'ailleurs. Mais il y a des grands éditeurs comme ça. En fait, ce sont des éditeurs historiques qui ont dans leur catalogue des livres comme, je ne sais pas, Le Petit Prince, Harry Potter, des immenses classiques qui se vendent tous les jours, énormément, qui ne demandent plus de travail et qui permettent de financer le lancement de plein de jeunes auteurs, de nouveaux projets. Mais quand on commence à zéro, on n'a pas ça. Et donc on ne sort que des livres qui, dans la plupart des cas, ne trouvent pas un large public. C'est ce qu'on appelle une barrière à l'entrée en termes économiques. Elle est énorme.
Et même en ayant eu la série La vie compliquée de Léa Olivier qui a vendu plus d'1 million d'exemplaires, ça a été pour nous une dizaine d'années Oui. très compliquées à travailler énormément et à gagner bien moins bien notre vie que dans les boulots qu'on avait précédemment quand on travaillait pour d'autres entreprises. Oui. Et donc même quand on a franchi cette barrière, c'est plus facile. Je pense qu'on a plus de chances alors de développer des projets et que ça dure. Je pense que le phénomène Boxo, c'est un phénomène qui est parti pour durer. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Oui. Mais, On il entre faut dans gérer. une autre logique. Oui. Une fois que le succès... Oui, alors là, ce qui est incroyable, c'est qu'on a la possibilité de publier moins de livres. Oui. Et en fait, c'est de publier mieux et moins. Et de travailler plus les projets, de les étudier plus longtemps, de rencontrer plus les auteurs. Comme j'expliquais que les critères pour dire oui ou pour dire non sont assez déprimants. Ben moi maintenant, d'autant plus que j'ai mes fils qui gèrent l'entreprise et que moi je peux alors me consacrer à du temps, ben comme aujourd'hui, me déplacer, être avec Philippe, rencontrer des auteurs, prendre le temps de discuter de leurs projets. Et ça, c'est vraiment important, mais ça permet d'en faire moins au final, mais d'en avoir étudié plus. Et moi, je suis convaincu que le rôle de l'éditeur peut être important. Si l'éditeur fait son travail, ce ne sera pas forcément le même livre. Je suis très humble sur le côté professionnel. En plus, moi, je n'ai pas fait des études de lettres au départ. J'étais meilleur en mathématiques et en physique qu'en lettres, mais enfin, j'ai toujours aimé lire. Et puis, c'est par la gestion que finalement, je dis, bon, je vais gérer une entreprise dans l'édition. Et puis, tant qu'à la gérer, je vais réfléchir aux produits qu'on fabrique et je vais travailler avec les auteurs. Le livre, c'est le seul médium qui permet de rentrer dans la tête de l'auteur. En fait, on permet au lecteur d'avoir cette pensée les plus intimes si l'auteur se livre et qu'il est authentique. Ce qui compte, je crois, c'est de créer une relation avec l'auteur et de lui dire, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Est-ce que tu dis tout ce que tu avais envie de dire ? J'ai l'impression que là, tu ne rentres pas tout à fait dans le sujet ou tu te dévoiles trop vite. Et si on crée une complicité, alors on va pouvoir aller chercher quelque chose qui peut-être ne sortait pas directement. Et donc voilà, par un petit jeu de ping-pong, sans forcément se dire « moi je sais que les gens veulent », encore une fois on se trompe dans la plupart des cas, mais on peut créer quelque chose. C'est le cas avec Philippe, puisque c'est un cas qui fonctionne, c'est agréable, c'est vraiment ça. On discute longtemps et beaucoup de ce qu'il va faire, c'est son livre, c'est lui qui l'écrit, mais on partage, on dit tiens, et qu'est-ce que tu penserais de faire ça? Ça je sais pas, ça oui, ça non. Et comment la rencontre s'est passée en fait avec Philippe? En fait, on l'a vu, l'équipe éditoriale l'a vu lors d'une interview sur la RTBF. Et voilà, il passait parce qu'il commentait une actualité. On avait retrouvé des restes humains. Et on voulait demander à un expert ce qu'on pouvait encore en déduire. Et la manière dont il s'est exprimé, et puis après, dont il a fait un petit podcast à côté, le journaliste a eu la bonne idée de lui dire tiens, racontez-nous en 2-3 minutes, c'est quoi votre quotidien? On s'est dit, mais il est passionnant, il a l'air d'être... c'est intéressant ce qu'il nous raconte. Et donc, on l'a appelé. Et on lui a dit, est-ce que ça vous intéresserait pas de faire un livre? Au début, il dit non. Ça ne m'intéresse pas trop, j'ai jamais écrit. Oui, c'est ça. Mais voilà, par discussion, on a trouvé l'angle. Et l'angle, pour lui, c'était, ah, mais je pourrais peut-être attirer l'attention si je fais un livre qui marche, sur le fait qu'on n'a plus assez de médecins légistes en Belgique. Ce serait une manière, et il aime bien ça, de mettre un petit caillou dans la chaussure des ministres qui lui disent toujours non, on n'a pas besoin de beaucoup de médecins légistes et de moyens pour la médecine légale. À juste titre, je pense. Lui, il explique que c'est important pour que la justice puisse se faire. Absolument. Donc voilà, donc là, les intérêts se sont trouvés. Mais bon, encore une fois, quand on fait un livre avec un auteur, on peut lui dire fais ça parce que tu vas gagner de l'argent, parce que la plupart du temps, lui il est médecin, il gagne sa vie très correctement. Et du coup, cet engouement, il est arrivé très rapidement. Comment est-ce que ça s'est passé donc, ça s'est passé très progressivement. C'est sorti en juin 2026 et 2022, pardon, juin 2022. Et puis, voilà, on a imprimé 2000 exemplaires. Après quelques mois, les 2000 étaient épuisés. Et Philippe fait beaucoup de conférences. Il dit des conférences sur des sujets qui maintenant sont dans les livres, mais qui n'étaient pas la première porte d'entrée pour les livres sur le Saint-Suaire de Turin. Il s'y connaît beaucoup en histoire de l'art et il étudie tout au travers de la mort des grands personnages. Et voilà, il fait beaucoup de rencontres. Et au fil du temps, on a dû réimprimer encore 2000. Et puis on a dit, tiens,
on va arriver aux fameux 5000 exemplaires qu'on avait expliqué être un succès en Belgique. Mais peut-être qu'on s'est retenu quand on a fait la sélection des histoires et qu'on n'a pas osé faire des histoires de meurtres. On n'avait fait que des accidents et des suicides. Oui. On a dit, ben, on pourrait peut-être le faire, ce deuxième, avec les meurtres, les gens ont l'air contents, et ça relancera peut-être le premier. Il m'a dit, il avait pris goût, oui, bonne expérience, on le refait. Et puis là, donc en juin 2023, on a fait le deuxième. Là, on a commencé à 5000. Et Ouais. le premier est monté comme ça à 10 000, 12 000, 15 000. Ouais. Et puis il a fait de plus en plus de médias. Les journalistes aimaient bien de l'inviter. Ouais, Il avait ouais. de plus en plus Oui, de parce succès. il passe bien, Il passe il explique bien, bien, il est gai à écouter. Hein. En fait, il est authentique. Parce Oui, que c'est ça. la plupart des gens me disent, ah, tu connais Philippe Boxo, il est très connu. Comment il est? Ben, comme vous le voyez. Il n'y a pas. Ouais. Là, tu viens de le voir, Ouais. il est exactement comme il est. Ouais. Et donc, c'est un vrai plaisir. C'est quelqu'un de vraiment authentique. Et alors, il y a eu un gros changement quand Légende, donc Guillaume Play, l'a invité. Oui, Donc, oui. il avait déjà vendu 2 fois 25 000 exemplaires. C'était déjà un très beau succès, d'un très bon niveau. Ouais, ouais. Mais alors, pas à la première vidéo qu'il a faite, mais à la deuxième, Ouais. tout début 2024. Là, tout à coup, en France, c'est devenu un phénomène. C'est ça. Et là, on a commencé à vendre le livre par 30, 40, 50 000 exemplaires par mois. Ce qui fait qu'on est à 2 millions maintenant, puis on l'a vendu dans le monde entier. Alors, il n'est pas encore paru dans le monde entier. On est en train de préparer les États-Unis, la Grande-Bretagne, Traduction. Hein, traduction. Donc, c'est incroyable. Ah, ouais. On prépare Et on des apprend projets finalement audiovisuels. aussi sur le terrain, quoi. Oui. Parce que Ah oui, puis la logistique, enfin, je sais pas, il faut. il y a les imprimeurs, en général, ils ne posent pas trop Ils de sont problèmes contents. dans ce cas-là. Ouais. Il n'y a pas trop de soucis. Non, mais c'est vrai qu'on doit apprendre, on doit apprendre d'autres métiers, Oui. voilà, comme gérer des files de dédicaces, un Oui. engouement qui est très important. On dit toujours, on a soit des problèmes d'argent, soit des problèmes d'impôts. Mais ici, on a soit des problèmes d'avoir des gens en dédicace dans les salons. C'est toujours triste de voir les Oui. auteurs Oui. qui sont là, puis il n'y a pas grand monde qui passe. Je me dis, chaque fois, on est malheureux comme éditeur, on se dit, zut, c'est dur, il faut défendre son livre. Oui. Et puis alors là, on doit expliquer qu'il faut aller vite. C'est pas naturel. Mhm. Mais voilà, ça fait partie quand même de choses à gérer. Et ça Ouais. reste plutôt. Et beaucoup de sympathique. disponibilité, parce que là, on est dimanche, donc Foire du Livre de Villers, et il est là, et Ah oui. tu es là, et Oui, oui. c'est un Bah, engagement moi, de chaque instant. Oui, moi c'est rien par rapport à lui. Mais c'est vrai que bon, voilà, le métier d'éditeur, enfin, d'indépendant à éditeur, ça Oui. veut dire qu'on On est là. Ouais. il n'y a pas de jour. Mais si j'ai envie le lundi, je peux aller faire mes courses. Mais par contre, il vaut mieux être de temps en temps là, à un vernissage le soir, Oui, oui, bien sûr. le samedi et le dimanche. Mais Philippe, lui, il est vraiment très généreux en temps. Moi, je passe mon temps à lui dire, écoute, il faut que tu te reposes Ah oui. maintenant. Parce qu'il il continue à bosser. Ah oui, et plus que, Ah oui. la plupart des gens. Il est professeur à l'université, il gère un institut médico-légal. C'est une personne incroyable, donc Ouais. il fait tout ça. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, bon, j'ai expliqué qu'il ne voulait pas faire ça pour l'argent, mais il en gagne beaucoup maintenant, parce qu'il vend beaucoup de livres. Mais vous n'avez jamais connu quelqu'un d'aussi généreux. J'ai jamais vu ça, parce que j'en ai connu des gens qui gagnent de l'argent. Lui, vraiment, il donne énormément pour la recherche médicale. Il a créé une ASBL avec Ah son oui. épouse, Oui. qui s'appelle Boxo in Vivo, une Oui. espèce Oui. de clin d'œil en disant, en racontant la manière dont on meurt, la manière dont ça se passe quand la vie s'arrête, je gagne des sous, je vais le rendre au vivant. Oui. Et il donne tout à des associations qui luttent pour trouver des solutions pour les gens qui sont malades. Et je trouve ça C'est incroyable. super. Quoi, Oui. ça fait Oui, il est encore plus vraiment plaisir dans d'être de- éditeur. dans- Puis là, on crée des beau. collaborations. On travaille sur une bande dessinée Oui. autour de son univers qui va permettre quelque chose qu'on ne pourra jamais faire autrement qu'en bande dessinée. Oui. C'est montrer avec les dessins ce qu'il explique. Parce que en Des images faits, oui. vraies, Non. c'est pas regardable. Non. Et évidemment, en texte, on n'a pas les images. Donc, ça va vraiment être un plus. Ah ouais. Et la manière dont il travaille avec les collaborateurs, là, c'est Pierre Allary, un super BDiste qui Oui, va travailler oui. là-dessus, c'est super chouette. Il donne une grande liberté, il donne juste les petites indications. D'où Oui. vient l'intérêt du public? On Bah, a trouvé alors, ça? Compris? Oui, je pense qu'on a Oui. compris aujourd'hui. Je crois que la mort, c'est quelque chose Oui. qui concerne tout le monde. Oui. Et donc, il a tous les publics. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des gens qui lisent beaucoup, des gens qui lisent peu. On est tous concernés par ça, d'ailleurs dans le monde entier. Tout à fait. Et c'est le plus grand tabou. C'est bien plus tabou que le sexe, que la religion. C'est quelque chose vraiment... Et on est tous confrontés à ça. On est tous en train de se demander, voilà, comment ça se passe quand on est mort et après. Et donc, et lui, il en parle d'une manière qui est scientifique, mais qui est extrêmement compréhensible pour tout le monde.
sans donner l'impression que lui, il connaît mieux que les autres, sans utiliser des mots qui font qu'on ne comprend pas ou qu'on sent qu'il se met au niveau. C'est Non, accessible. il est très accessible. Oui. Et en fait, il démystifie un petit peu. Alors, il explique bien qu'il ne connaît pas la mort, il connaît les morts. Et donc, il explique beaucoup de choses par rapport à ça et on comprend que c'est tout ça, la manière dont le corps évolue quand on est mort, comment on peut découvrir la manière dont on est mort. On apprend beaucoup sur le vivant, aussi la manière dont on vit. La mort, finalement, c'est un moment de la vie. Et donc, il nous explique ce moment-là. Donc, je pense que c'est vraiment de l'intérêt pour un sujet qui n'a pas encore été tellement abordé, que lui aborde de manière sans phare, sans concession, avec même un peu de cynisme, un humour bien à lui, parfois un peu noir, mais ça détend. Et en fait, c'est 30 ans d'expérience de professeur auprès d'étudiants qui sont en première ou deuxième année en médecine, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas encore formés au niveau scientifique. Il leur explique son métier de manière assez simple, et pour capter l'attention, il fait une petite blague de temps en temps. Donc je pense que ce n'est pas du tout l'attrait du morbide, ce n'est pas l'attrait du sanguignolant, c'est vraiment une envie de savoir, de connaître la réalité, qu'on nous explique vraiment comment ça se passe. Une manière d'apprivoiser la mort. Voilà. Et puis il y a le côté, je crois aussi un peu, et enquête. Donc, tiens, mais comment est-ce qu'on découvre comment la personne est morte? Oui, le côté un peu policier. Voilà, le côté un peu policier, mais en vrai. Oui, c'est ça. C'est comme dans les séries, mais en vrai. Voilà. Ouais. Donc souvent, on lui demande, mais qu'est-ce qui est vrai dans les séries? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Qu'est-ce qu'on peut croire dans les séries, police scientifique, etc. Donc ça permet de savoir, ok, je fais un peu le tri. C'est pour ça que pour une série télé Philippe Boxo, on a beaucoup de travail, parce qu'il faut trouver une manière de rendre à l'antenne quelque chose qui correspond à son univers, qui est vrai. Mais la raison pour laquelle les séries policières de temps en temps prennent des libertés par rapport à la réalité, c'est qu'il faut que ça soit télégénique. Donc c'est compliqué. On va y arriver. Et donc il y a une série qui est en préparation. Il y a plusieurs séries qui sont en préparation. Il y en a une qui sera plutôt documentaire, donc docu-fiction, dans laquelle Philippe sera un peu l'expert qui commentera tous les cas dont il parle dans les livres. Et puis alors on essayera de faire une série plutôt fiction, qui mettra en scène un médecin légiste qui sera Philippe Boxer, qui aura ses valeurs, qui sera comme lui. Il va jouer l'acteur ou... Non, là c'est pas possible. Parce que ça, c'est vraiment un métier. Bien sûr. La plupart du temps, on attend. C'est bien qu'il est comme un peu comme Hitchcock, là, il apparaît. Excellente idée, Laurence. D'ailleurs, le principe d'une bonne idée, c'est qu'on l'a eu. Et donc, on s'est dit que ça serait chouette de faire ça. Et c'est un petit clin d'œil qui lui fera plaisir. Mais pour ça, il faut d'abord écrire ces histoires. Et ça, on va le faire en roman. Et en octobre, il y aura un premier roman qui va sortir, qui va être écrit par un romancier, parce que Philippe n'est pas un romancier. Il n'écrit pas de la fiction. Et donc ça, c'est un romancier qui a énormément de succès au Québec. Qui est aussi parfait bilingue, qui peut écrire en anglais et en français, et qui a déjà travaillé pour la télévision, qui s'appelle Martin Michaud, qui est vraiment l'auteur de thrillers au Québec, qui est venu passer plus d'1 mois à Liège, qui a habité avec Philippe et Nadine, qui est avec sa famille, qui s'est imprégné de lui, de ses valeurs. On n'aurait jamais pu imaginer ça en incroyable. 2022. Hein. C'est génial. Oui, c'est génial. Et les autres auteurs, parce qu'il y a pas que Philippe, évidemment. C'est une maison d'édition avec un panel d'auteurs. Il y a encore d'autres publications qui sortent. Bérénice Bourgueil, par exemple. Il y en a d'autres. Quelle place est-ce qu'on arrive à leur faire? Ils se sentent... On sort 25 livres par an, dont des suites. Donc en termes de nouveaux concepts, on va dire, il n'y en a pas beaucoup, une dizaine par an. Comme j'expliquais, on a la possibilité de vraiment s'investir beaucoup dans les livres et d'en faire moins. On fait environ 1/3 de bande dessinée, 1/3 des romans jeunesse, dans la lignée de La vie compliquée de Léa Olivier, donc notamment La pire année de ma vie, qui est la nouvelle série de Catherine Girard-Rodet, et 1/3 de livres non-fiction, donc comme celui de Philippe, mais donc on a, tu parlais de Bérénice Bourgueil. Alors là, c'était de la non-fiction, un peu fiction. Oui, c'est ça. Je vais l'expliquer après. C'est un 4e volet qu'on voudrait développer. On va avoir 2 livres en 2026 qui seront plus littérature. On y va tout doucement. Mais là, on a un livre qui va sortir, qui va s'appeler La Remontada, ou L'homme de la Remontada, qui va expliquer les 5 années. Donc c'est autour de Maxime Prévost.
Voilà, notre ministre des Affaires extérieures, qui va expliquer son retour, la remontada, quand il a transformé le CDH en engagé. Donc, un livre bien belge. Aussi Caroline De Peut, qui est une neuropsychiatre de grande renommée en Belgique, qui va faire un livre absolument génial cette année sur les thérapies assistées par psychédéliques. Donc c'est aussi un gros tabou. Un vrai, voilà, elle va vraiment se mouiller. C'est une urgence sanitaire aujourd'hui d'essayer de trouver des solutions pour les gens qui tombent en dépression. Et donc, il y a vraiment là des résultats scientifiques qui montrent que les psychédéliques peuvent aider, mais c'est très tabou. Sujet important, mais c'est un sujet vraiment délicat et tabou. Ouais. Et puis alors là, on va avoir 2 livres de littérature, vraiment, mais avec quand même un ancrage de non-fiction. Un d'Alain Berenbaum, voilà, qui nous fait le plaisir, qui a déjà écrit une vingtaine de livres, de rejoindre l'équipe avec un livre qui est une espèce de dystopie. Ça se passe en 2050, qui est en fait une réelle critique de la société telle qu'elle évolue aujourd'hui. Société imaginaire, mais qui pourrait être notre société, dans laquelle on a décidé de supprimer la religion juive, parce qu'elle crée décidément beaucoup trop de problèmes. Il y a un petit côté kafkaïen, un petit côté Orwell, et en même temps ça se lit comme un petit polar, donc c'est assez génial. Et alors un livre de Pierre Solo, un musicien assez incroyable d'une 40aine d'années, qui a tout fait au niveau musique, et qui est aujourd'hui aussi critique musicale pour Musique 3, qui notamment co-présente le concours Anne-Elisabeth, qui est un artiste multifacette, qui joue dans beaucoup de pièces de théâtre, qui fait des spectacles, et qui a une mission dans la vie, c'est de faire en sorte que la musique classique sorte de l'entre-soi dans lequel il est aujourd'hui engoncé. Dans notre maison d'édition, on adore ça, c'est de prendre des gens qui ont un domaine de compétences très particulier et de faire en sorte de le rendre accessible pour le plus grand nombre. Là, vraiment, c'est un bouquin qui a un potentiel incroyable, il a une écriture magique, et surtout, c'est très poignant, très émouvant, et ça nous permet de découvrir la musique classique. À la fin de chaque chapitre, on a un petit code barre, un petit QR code qui nous permet d'écouter le morceau, le compositeur dont il parle dans le chapitre. Ça a l'air passionnant. Oui, vraiment, ça l'est. Passionné, vraiment, tu portes bien tes auteurs. Voilà, et des auteurs belges, C'est un choix. On ne veut pas se refuser. Non, mais si on a un auteur. Il se fait que. On a plein de talents en Belgique. On a très peu d'éditeurs en Belgique. Alors c'est pas vrai. On a beaucoup d'éditeurs en Belgique, mais on n'a pas beaucoup d'éditeurs qui ont la possibilité de faire rayonner, même au sein de la Belgique et au sein du marché francophone, dans les rayons librairies. Il faut savoir qu'il y a 80 000 nouveaux livres qui paraissent en français chaque année, des nouveaux. Il n'y a pas une librairie qui peut prendre un livre de chaque nouveau livre. Et on ne parle pas des anciens, du Petit Prince, de tous les livres qui existent déjà. Et donc c'est très compliqué. Nous, on est un des seuls éditeurs qui a la chance de travailler avec un distributeur comme Hachette. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est d'avoir un distributeur qui a accès et qui a une force de frappe importante et qui a accès à toutes les librairies. Et donc, pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a chez nous? On préfère d'abord travailler les talents belges qui, quand on a un bon projet, ça nous fait très plaisir de les faire rayonner. On regarde les projets d'auteurs qui sont français, ou même d'autres horizons, c'est pas ça, mais voilà. Oui, il se fait que c'est finalement des Belges qui arrivent, quoi. Voilà, c'est encore plus satisfaisant, c'est un petit plus si on peut avoir des Belges. Mais voilà, j'expliquais que celui qui va faire le roman avec Philippe à deux mains, à deux mains droites, on va dire, est québécois. Nous, on travaille beaucoup avec le Québec et on aime ça. Donc on va se donner la possibilité de travailler avec d'autres encore. Oui. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Passionnant, vraiment. Je suis vraiment ravie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview comme ça.